Bonjour, je suis Jean-Claude Meurice, pneumologue au CHU de Poitiers, et je vais vous parler aujourd'hui du syndrome d'apnée du sommeil de type central à partir des principales étiologies et surtout en parlant de thérapeutique de manière à permettre d'apporter le maximum de solutions thérapeutiques aux principales causes de cette pathologie qui, vous le verrez, est encore relativement fréquente. Je n'ai pas de lien d'intérêt particulier vis-à-vis de cette présentation. Alors vous avez ici toutes les principales causes, ou toutes les causes retrouvées à l'origine d'un syndrome d'apnée du sommeil central. Vous voyez qu'elles sont extrêmement fréquentes et nombreuses. Nous nous intéresserons aujourd'hui à certaines d'entre elles, et plus particulièrement à l'insuffisance cardiaque, qui, vous le verrez, prendra une grande part de cette présentation, qu'il s'agisse de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée ou fraction d'éjection préservée. Une part sera faite surtout au syndrome d'apnée du sommeil idiopathique et post-AVC. On laissera de côté l'altitude, même si c'est aussi une cause importante de cette pathologie. Et puis une part importante ou aussi une présentation un petit peu plus détaillée des causes médicamenteuses en rapport avec les opioïdes. Et enfin, le syndrome d'apnée du sommeil central en rapport avec une pathologie de type complexe, syndrome d'apnée du sommeil complexe, ou encore appelé plus récemment syndrome d'apnée du sommeil émergent. Alors, commençons par l'insuffisance cardiaque pour voir que sur le plan épidémiologique, une fréquence relativement importante de syndrome d'apnée du sommeil au cours de l'insuffisance cardiaque, en particulier ici, comme vous le voyez, avec une fraction d'éjection altérée, avec une prévalence qui varie entre 40 et 80%, tout type de syndrome d'apnée du sommeil confondu. Dans cette étude beaucoup plus récente, Javaheri, qui est vraiment celui qui connaît le mieux cette pathologie, a fait la distinction entre le syndrome d'apnée du sommeil central et le syndrome d'apnée du sommeil obstructif, en retrouvant a priori une prédominance de syndrome d'apnée du sommeil central, et vous voyez une prévalence globale de 50%. C'est un petit peu moins important que les précédentes données de la littérature, et surtout, c'est encore un petit peu différent de cette étude publiée en 2016, donc tout à fait récente, qui s'est intéressée aux principales études. Vous voyez ici 4 études pour lesquelles a été fait la distinction entre syndrome d'apnée du sommeil central et obstructif chez des patients présentant une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection altérée, et on voit qu'en fonction des études, eh bien, la proportion de syndrome d'apnée du sommeil central peut éventuellement être inférieure à celle du syndrome d'apnée du sommeil obstructif. La pathologie centrale est plutôt présente chez les sujets de sexe masculin, plutôt âgés et présentant des troubles du rythme cardiaque à type de fibrillation atriale, en particulier associés à une hypocapnie. Alors j'ai dit qu'il y avait la possibilité d'atteinte obstructive. Nous nous intéresserons surtout à la part centrale de ces apnées dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, en rapport avec une instabilité, un arrêt de la commande ventilatoire. On va en parler dans quelques instants. Voilà la présentation au cours d'un enregistrement polysomnographique où vous voyez bien des fuseaux d'hyperventilation qui vont se réduire progressivement pour aboutir à cette pause respiratoire de plus de 10 secondes qui s'accompagnera d'une disparition des mouvements thoraciques et abdominaux, qui peut s'accompagner de désaturation, mais qui ont généralement, du fait du caractère très standardisé et stéréotypé de ces apnées, des désaturations d'amplitude à peu près identiques. Et enfin, si nous avions un enregistrement de l'hypnogramme simultanément, nous verrions que généralement chacune de ces apnées s'accompagne de micro-éveils, ce qui explique d'ailleurs l'importance du retentissement sur la mauvaise qualité du sommeil de ces patients. En termes de pronostic, dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, avec fraction d'éjection altérée, c'est ce que nous allons voir dans un premier temps. Nous parlerons de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée secondairement. Ici, dans le cadre de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, eh bien, le fait d'avoir un syndrome d'apnée du sommeil central de plus de 5 par heure de sommeil représente, en termes de survie, une altération importante et un risque pronostique important.
Alors c'est assez complexe parce que finalement, au cours d'une même nuit, des patients vont avoir des apnées centrales mais des apnées obstructives avec une variation qui peut se faire d'une nuit à l'autre. Et vous avez sur cette étude où on a évalué l'évolution de ces troubles respiratoires au cours de 4 nuits. Si l'on prend l'index d'apnée-hypopnée globale, eh bien on voit qu'effectivement il est très variable d'une nuit à l'autre pour certains patients. Et si l'on s'intéresse surtout aux apnées centrales, eh bien on voit qu'effectivement elles-mêmes peuvent avoir une proportion plus ou moins importante d'une nuit à l'autre. Et donc c'est ce qu'on appelle ce syndrome d'apnée du sommeil alternant, avec une alternance d'apnée obstructive, d'apnée centrale au cours de la nuit. En termes de mécanisme, on sait que la dysfonction systolique du ventricule gauche est vraiment à l'origine de ces apnées centrales par l'intermédiaire d'une stimulation exagérée des récepteurs J de fibres afférentes cholinergiques intrapulmonaires qui vont être à l'origine d'une réponse ventilatoire exagérée au CO2 chez des patients qui, on va le voir, ont une hypocapnie. Vous avez ici l'importance de l'hypocapnie qui est d'autant plus importante que l'insuffisance cardiaque est plus marquée et plus sévère. Alors si l'on devait faire un rapide schéma, eh bien on sait que dans l'insuffisance cardiaque chronique, il existe un œdème pulmonaire interstitiel et une hypoxémie qui vont être à l'origine de cette hyperventilation, elle-même responsable de l'hypocapnie, qui normalement, par l'intermédiaire de la stimulation des chémorécepteurs, devrait arriver au niveau du tronc cérébral pour réduire cette hyperventilation et réduire secondairement l'hypocapnie. Le problème chez l'insuffisant cardiaque à fraction d'éjection altérée, c'est que d'une part, il existe une hypertonie sympathique, mais surtout une augmentation du temps de circulation et cette hypersensibilité au CO2 qui fait que l'hypocapnie, dans ces conditions, va conduire à une véritable sidération des centres respiratoires et à une apnée qui, secondairement, va bien sûr permettre de faire remonter le gaz carbonique, revenir à un niveau de ventilation satisfaisant, puis à une hyperventilation et revenir ainsi à l'hypocapnie sous cette forme de respiration périodique de Shenstock avec ces fuseaux d'hyperventilation et ces pauses respiratoires successives. L'importance de ce syndrome d'apnée du sommeil central est directement liée à la gravité, à la sévérité de l'insuffisance cardiaque sous-jacente. Alors si l'on prend maintenant sur le plan thérapeutique, puisque c'est vraiment ce qui va intéresser cette présentation, si l'on prend les premiers traitements proposés, tels que la ventilation en PPC, eh bien celle-ci, à l'occasion de cette méta-analyse publiée en 2012, a bien montré que, en particulier sur des travaux les plus anciens, qui émanaient pour la plupart de l'équipe de Toronto, le fait de proposer une PPC à ces patients permettait de réduire l'index d'apnée-hypopnée, mais surtout d'améliorer la fraction d'éjection du ventricule gauche. Et c'est probablement ce qui a conduit à cette première étude menée par les Canadiens et en Amérique du Nord, appelée CANPAP, pour laquelle des patients porteurs d'une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée ont été randomisés soit sous la forme d'un traitement conventionnel médicamenteux habituel ou d'un traitement médicamenteux conventionnel prise en charge cardiologique habituel associé à la mise en place d'un traitement par PPC. Et malheureusement, cette étude a dû être interrompue avant la fin de celle-ci en rapport avec une surmortalité survenant à l'occasion du traitement par la PPC. Alors de nombreuses causes ont été relevées et discutées, analysées, mais c'est surtout ce travail par étude post-hoc réalisé secondairement sur ces résultats qui a permis de montrer que finalement les patients chez qui la PPC faisait totalement disparaître les apnées centrales au cours du sommeil, eh bien ceux-ci avaient un pronostic tout à fait satisfaisant avec disparition de la mortalité quasiment sous l'effet du traitement par PPC. En revanche, chez les patients chez qui la PPC ne faisait pas disparaître les apnées centrales, eh bien on voyait effectivement un pronostic aussi altéré que en l'absence de traitement. Donc on peut dire que certains patients sont non répondeurs à la PPC, mais que, il est important de le dire, certains
pour lesquels on fait disparaître les apnées centrales sous PPC peuvent avoir un bon pronostic et une évolution favorable. Alors, cette PPC doit être utilisée après une titration manuelle. Il est indispensable d'utiliser un niveau de pression constant, déterminé généralement au cours d'un enregistrement polysomnographique, et à aucun moment ne doit être utilisé chez ces patients l'auto-PPC qui, sur toutes les recommandations, qu'elles soient américaines ou françaises, figure comme une contre-indication au traitement du syndrome d'apnée du sommeil central de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Donc retenez bien que c'est une PPC généralement constante et qui va être d'ailleurs mise en place, et ceci est très important, après un test hémodynamique. On sait que ce sont des patients fragiles. Le fait de mettre en place cette PPC peut induire une chute tensionnelle qui doit être évaluée au cours d'une première période de 30 minutes avant même que débute le traitement au cours de la nuit, pendant laquelle les patients vont être évalués sous pression constante à 8 cm d'eau et la prise tensionnelle régulière au cours de cette période de 30 minutes, généralement toutes les 5 minutes, va rechercher une chute tensionnelle de plus de 20%, soit de pression artérielle systolique, soit de pression artérielle diastolique, qui représentera une contre-indication à la poursuite de ce traitement. Une parenthèse pour vous dire que même chez un patient porteur d'un syndrome d'apnée du sommeil obstructive, débuter un traitement par PPC devra s'entourer de la même précaution précédant la mise en route du traitement. Alors, est arrivé ensuite le traitement par ventilation auto-asservie, dont l'objectif était vraiment de traiter la respiration de Cheyne-Stokes par un phénomène d'aide inspiratoire variable. Vous en avez ici le schéma qui vous montre que la ventilation va se fixer un débit cible en prenant une moyenne de plusieurs cycles de respiration normale, et dès que le patient va réduire sa ventilation, la ventilation elle-même, enfin la PPC, l'aide inspiratoire va augmenter pour pallier cette réduction de débit, et l'aide inspiratoire va ensuite diminuer dès la reprise ventilatoire du patient. Cette succession d'aide inspiratoire augmentée puis diminuée va permettre progressivement une régularisation de la ventilation du patient qui va devenir stable au bout de quelques minutes, parfois 30 minutes, peut-être 1 heure au maximum, et rester stable ensuite pendant le reste de la nuit, avec un niveau de pression expiratoire qui pourra être lui aussi évalué ou installé en fonction de la présence éventuelle d'apnées obstructives associées à ces apnées centrales. Alors les premiers résultats de ce type de ventilation ont été très intéressants en voyant sur des échantillons de petite taille, sur une durée de traitement qui était relativement réduite, l'amélioration de la fraction d'éjection du ventricule gauche. On a même vu en comparaison à la PPC une amélioration de l'observance et encore une réduction plus importante de l'index d'apnée-hypopnée centrale. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans ce type de traitement pour les patients avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Le seul problème, c'est que nous n'avions pas d'informations concernant l'effet de cette ventilation sur la mortalité et la morbidité de ces patients. Et donc, dans un premier temps, les premiers éléments de méta-analyse qui ont porté sur ces premières études ont donné des résultats favorables aussi bien en termes d'amélioration de la fraction d'éjection du ventricule gauche que en termes de réduction de l'index d'apnée-hypopnée, où on voit qu'ici, entre la mesure faite avant la mise en place de la ventilation et la mesure faite sous ventilation, il existe dans les deux cas une amélioration significative. Pour essayer de répondre à l'influence de ce type de ventilation dans le cadre de la morbimortalité associée au syndrome d'apnée du sommeil central de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, 2 études ont vu le jour, l'étude SERVE-HF et l'étude ADVANT-HF, cette dernière étant toujours d'ailleurs en cours et en cours de recrutement des patients. L'étude SERVE-HF était une étude
à très grande échelle, puisqu'on voit que 1300 patients ont pu être inclus. 2 patients porteurs d'une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée avec une valeur inférieure à 45% et une randomisation. Patients traités par traitement cardiologique habituel, prise en charge conventionnelle, et pour l'autre bras, patients traités avec le même type de traitement médicamenteux, mais en y rajoutant une ventilation auto-asservie. Une prestation autour de cette ventilation permettant d'utiliser cette ventilation le plus longtemps possible, au moins 3 heures par nuit. Les patients ont été suivis pendant une période de 6 ans avec un critère principal de jugement de manière composite, composé, comme vous le voyez ici, d'un certain nombre d'éléments de visée cardiologique, de morbimortalité cardiologique. Eh bien, quand on regarde le résultat concernant ce critère principal, nous n'avons pas retrouvé, il n'a pas été mis en évidence de différence significative que l'on utilise une ventilation auto-asservie ou qu'on ne l'utilise pas. Les 2 groupes avaient une évolution de morbimortalité à l'aide de ce critère composite totalement identique. En revanche, cette étude, par l'analyse des critères secondaires, a mis en évidence une augmentation significative du risque de mortalité toute cause de 28%, mais surtout une augmentation significative du risque de mortalité cardiovasculaire de 34%. Et vous comprenez bien que dès la connaissance de ces résultats, le 13 mai 2015, eh bien, l'ANSM a publié une information de sécurité conduisant à contre-indiquer ce type de ventilation pour le traitement du syndrome d'apnée du sommeil central, de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Et aujourd'hui, cette contre-indication reste totalement d'actualité. Elle a été reprise, on le verra tout à l'heure, par la plupart des sociétés savantes, même si effectivement, des analyses ont été faites sur les résultats obtenus et enregistrés au cours de cette étude, montrant que la ventilation ne peut pas être mise en cause en fonction des niveaux de pression utilisés. De même, l'analyse des gaz du sang n'a pas montré de différence, en particulier en termes de capnie, entre les 2 groupes. Ce qui peut être sûr, c'est que la ventilation n'a pas détérioré la fraction d'éjection du ventricule gauche, ni la fonction ventriculaire analysée par les médiateurs habituels. Et enfin, tout s'est passé comme si ces décès survenaient de manière subite, brutale, en l'absence de détérioration progressive antérieurement enregistrée de l'insuffisance cardiaque. Et finalement, l'élément le plus marquant de cette analyse qui a été réalisée secondairement est de montrer que ce sont les patients avec la fraction d'éjection la plus altérée pour qui le risque de décès sous ventilation auto-asservie était le plus important. Et on peut voir ici que pour une valeur inférieure à 30%, eh bien, le risque de décès était multiplié par 6 ou 7, ce qui représente une valeur extrêmement importante. En revanche, et c'est là qu'est aussi l'intérêt de cette étude, c'est de montrer qu'il existe une relation quasiment linéaire entre la valeur de la fraction d'éjection du ventricule gauche et le risque de décès, puisque plus cette valeur augmente, moins le risque de décès est apparent. Et on voit qu'ici, d'ailleurs, pour une valeur de fraction d'éjection du ventricule gauche de plus de 36%, eh bien, le risque de décès est quasiment identique à celui des patients qui n'utilisaient pas de ventilation auto-asservie. Donc voilà l'état des choses concernant l'utilisation de la ventilation auto-asservie dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Aujourd'hui, celle-ci doit être contre-indiquée. Alors, une dernière étude a été publiée, ou une dernière analyse a été publiée tout à fait récemment concernant l'étude Servachev, reprenant plus particulièrement les résultats en fonction de l'utilisation ou de la non-utilisation de cette ventilation. En effet, on voit que certains patients
sont passés par exemple d'une utilisation au début d'étude à la non-utilisation ou à l'autre groupe en deuxième partie d'étude, ou éventuellement n'ont pas utilisé la ventilation au début d'étude mais l'ont utilisée en deuxième partie. D'autres sont passés d'un état à l'autre tout au long de l'étude, dans l'utilisation ou la non-utilisation de manière alternante. Et puis enfin, d'autres patients l'ont utilisé pendant toute l'étude ou ne l'ont pas utilisé dans l'autre groupe pendant toute l'étude. Et ces résultats ont donc été réanalysés en fonction de la durée réelle et de la réalité de l'utilisation de cette ventilation, retrouvant exactement les mêmes résultats, à cela près que le risque de décès restait significatif, mais moins important que au cours des premiers résultats. De même, la durée d'utilisation de cette ventilation n'intervenait pas comme un facteur prédictif de décès. Alors aujourd'hui, il existe un registre qui reste toujours actif, qui est le registre FASS, qui est un registre observationnel, multicentrique, au sein duquel les patients insuffisants cardiaques à fraction d'éjection altérée sont traités par une ventilation auto-asservie, mais en intégrant dans ce registre aussi bien les patients qui ont été traités initialement avec une fraction d'éjection altérée que ceux surtout qui sont intégrés désormais avec une fraction d'éjection préservée. Et les premiers résultats qui ont été montrés récemment montrent là encore que, vous voyez ici, la courbe de survie rouge correspond aux patients avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, mais avec les valeurs les plus faibles de fraction d'éjection altérée, traitées par ventilation auto-asservie. Donc on voit bien que chez ces patients, le fait d'utiliser la ventilation auto-asservie, comme on peut le voir ici, leur apporte un pronostic beaucoup plus défavorable. Alors, nous sommes en attente des résultats de l'étude ADVENT-HF, dont le protocole est relativement proche, avec un suivi effectivement prolongé sur 5 ans, avec néanmoins des patients qui sont randomisés effectivement soit en ventilation auto-asservie, soit en traitement ordinaire sans ventilation, avec une fraction d'éjection altérée, mais en tenant compte aussi bien du syndrome d'apnée du sommeil central que du syndrome d'apnée du sommeil obstructif. Cette étude est réalisée en Amérique du Nord, de telle sorte que il n'existe pas dans cette population de contre-indication à l'utilisation de la ventilation auto-asservie, y compris dans le cadre de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, ce qui permet de poursuivre l'étude et de mener l'étude à son terme lorsque 800 patients pourront être inclus dans cette étude. Alors, est-ce qu'il existe des alternatives au traitement par ventilation auto-asservie, puisque vous comprenez bien que aujourd'hui tous les patients en France et en Europe qui étaient traités de cette façon ont dû arrêter leur ventilation auto-asservie. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, il existe peu d'alternatives, si ce n'est l'optimisation du traitement médicamenteux de l'insuffisance cardiaque. On sait que l'oxygénothérapie et l'utilisation d'une ventilation en double niveau de pression reposent que sur des études avec un faible échantillon de patients et pour une durée de traitement relativement faible. Les approches pharmacologiques type théophiline et acétazolamide restent encore peu convaincantes. En revanche, la stimulation phrénique transveineuse représentera peut-être une alternative thérapeutique intéressante. Celle-ci commence à apparaître dans certaines publications sous la forme d'une stimulation phrénique transveineuse à l'aide d'une électrode posée au niveau de la veine cave supérieure et plus particulièrement au niveau brachiocéphalique gauche, avec une stimulation du phrénique par l'intermédiaire de cette électrode qui permet, vous le voyez ici sur la représentation polygraphique, de faire disparaître les pauses respiratoires dès que la stimulation phrénique est mise en jeu. Alors, ici, les résultats d'une étude publiée en 2016 sur ce sujet, avec une étude randomisée sur 44 patients au total, qui montre, après un suivi de 3 et 6 mois, que effectivement la mise en route
de cette stimulation magnétique permet une réduction des apnées centrales sans modification des apnées obstructives, une réduction des hypopnées probablement de type central et surtout une amélioration de l'architecture du sommeil. Donc ceci reste encore pour l'instant une approche thérapeutique en avenir, mais qui probablement devrait trouver son intérêt compte tenu de l'absence d'autres alternatives thérapeutiques chez ces patients. Alors, lors de la publication des résultats de l'étude Servachev, eh bien, un groupe d'experts s'est retrouvé pour émettre et rédiger un position paper permettant, d'une part, de rechercher les alternatives thérapeutiques chez ces patients avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, mais aussi proposer cette ventilation auto-asservie dans d'autres populations, d'autres pathologies, en les ciblant ici sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, le syndrome d'apnée du sommeil complexe ou émergent, le syndrome d'apnée du sommeil central lié aux opioïdes, ou encore les pathologies post-AVC ou le syndrome d'apnée du sommeil central idiopathique. Alors à cet effet, nous avons commencé par faire une enquête française de la population qui utilisait finalement au jour de cette interdiction de ventilation auto-asservie pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, quels étaient les patients qui utilisaient véritablement cette ventilation auto-asservie. Et ici, sur l'enquête qui a été faite à partir des données des prestataires, nous avons pu voir que 35 000 patients étaient traités de ce type en France au moment, donc en 2015, au moment de l'interdiction, mais que l'utilisation dans le cadre de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée ne représentait que 15% finalement. Et dans une deuxième enquête menée simultanément par la SFRMS et la Société de pneumologie de langue française, nous avons pu recueillir les données de 1600 patients traités par ventilation auto-asservie en France, retrouvant là encore une utilisation dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée uniquement chez 17% des patients, et dans les autres patients, une grande partie d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée, et enfin 50% de ces patients qui étaient représentés soit par le syndrome d'apnée du sommeil complexe, soit par des syndromes d'apnée du sommeil idiopathiques, une part encore importante pour les post-AVC, et puis ici, probablement encore une part sous-estimée de syndrome d'apnée du sommeil centraux en rapport avec l'utilisation des morphiniques. Alors, je passerai rapidement ici sur les principaux travaux qui ont été analysés dans le cadre du position paper, pour passer rapidement en revue maintenant les dernières indications à la ventilation auto-asservie dans le traitement du syndrome d'apnée du sommeil central. Ici, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, où on voit que dans cette étude, la proportion de syndrome d'apnée du sommeil central peut être relativement importante par rapport au syndrome d'apnée du sommeil obstructif, avec une part d'autant plus importante qu'elle s'adresse à l'insuffisance cardiaque de type restrictive. Ici, dans cette étude randomisée, avec un suivi sur 11 mois, des patients traités par ventilation auto-asservie ayant accepté la ventilation, et ici, des patients n'ayant pas accepté la ventilation, eh bien, une évolution tout à fait différente entre ces deux groupes, puisque l'utilisation de la ventilation auto-asservie chez les patients ayant accepté de l'utiliser dans le cadre d'un syndrome d'apnée du sommeil central chez des patients avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée a permis d'améliorer l'état de ces patients avec réduction significative et normalisation pour un grand nombre d'entre eux de l'index d'apnée-hypopnée centrale, concomitamment d'une amélioration clinique et d'une amélioration des caractéristiques de l'insuffisance cardiaque, en particulier au niveau de la valeur de fraction d'éjection du ventricule gauche. Ici, une autre étude portant sur un nombre moins important de patients avec une fraction d'éjection préservée, mais un suivi de 6 ans, où l'on peut voir que l'utilisation de la ventilation de type auto-asservie a permis d'améliorer le pronostic de ces patients par rapport aux patients n'ayant pas utilisé de ventilation auto-asservie, et ceci de manière randomisée.
concomitamment, sur les 6 premiers mois de traitement, eh bien, on peut voir que l'utilisation de la ventilation auto-asservie s'accompagne effectivement d'une amélioration significative de l'index d'apnée-hypopnée et de la fraction d'éjection du ventricule gauche et significativement différente de celle obtenue chez les patients n'étant pas traités par ventilation auto-asservie. Deuxième pathologie qui est le syndrome d'apnée du sommeil complexe ou encore émergent, correspondant à des patients initialement diagnostiqués comme étant porteurs d'un syndrome d'apnée du sommeil obstructif, mais chez qui la mise en place d'une ventilation PPC va faire apparaître un syndrome d'apnée du sommeil central alors qu'ont disparu les apnées obstructive. Voilà ici un cas clinique correspondant à l'illustration de ce type de patient, où on a un patient dont la présentation clinique correspond exactement à ce que l'on voit habituellement dans le syndrome d'apnée du sommeil obstructif, chez un patient obèse, hypertendu, présentant une somnolence diurne excessive, avec polyurie nocturne et ronflement sonore. Son enregistrement polysomnographique initial fait bien apparaître des apnées obstructives extrêmement fréquentes, et ceci quel que soit le stade de sommeil observé, voilà encore au cours du sommeil REM, et un compte-rendu de polysomnographie retrouvant finalement un index d'apnée-hypopnée obstructif à 40 par heure de sommeil. Ce patient, compte tenu ici de la présence d'une claustrophobie, est enregistré alors au Centre régional du sommeil pour la mise en place de la ventilation. Et au cours de la nuit d'enregistrement, alors que la pression montait progressivement pour faire disparaître ces troubles respiratoires, nous avons vu apparaître une disparition. Alors, bien sûr, nous avons vu disparaître les apnées obstructives et pour laisser place et apparaître ici ces apnées centrales, quel que soit le stade de sommeil. Ceci pour un niveau de pression qui finalement n'était pas très élevé chez ce patient, puisque dès une pression à 8 ou 9 cm d'eau, nous voyons apparaître ces apnées centrales. Alors, bien sûr, le rapport effectué à la fin de la nuit permettait de confirmer la fréquence de ces apnées centrales, avec un index à près de 30 par heure de sommeil, s'accompagnant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un index de micro-éveil totalement identique, compte tenu du retentissement de ces apnées centrales sur la micro-architecture du sommeil. Alors, globalement, dans le cadre du syndrome d'apnée du sommeil émergent ou complexe, il faut savoir que cette pathologie survient généralement pour des niveaux de pression relativement élevés, qu'elle peut être en rapport avec une instabilité du contrôle ventilatoire, mais surtout comme si la ventilation venait agresser les muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures. Il s'agit probablement d'un dysfonctionnement de ces muscles, qui d'ailleurs a été mis en évidence, comme a su nous le montrer Frédéric Gagnadou, y compris à l'aide d'une orthèse d'avancée mandibulaire. Alors, ces patients, il faut savoir quand même les suivre sous PPC pour juger au cours des premiers mois de traitement de l'évolution naturelle et spontanée de ces apnées centrales qui, on le voit ici, peuvent totalement disparaître avec la poursuite de la ventilation pour retrouver ici sur ces deux études une réduction jusqu'à une prévalence d'environ ici 1,5% ou encore 7% dans cette étude, alors qu'elle était beaucoup plus importante lors des premiers jours de traitement par PPC. Qu'est-ce que l'on peut proposer ? Eh bien, on voit ici que la PPC peut ne pas être satisfaisante, de même que la ventilation en double niveau de pression positive, même si elle apporte une légère amélioration de la régression des troubles respiratoires nocturnes centraux de ces patients, mais c'est finalement la mise en route de la ventilation auto-asservie qui représente ici le traitement le plus efficace, comme ceci est encore mis en évidence dans l'étude de Morgenthaler, la plus récente de 2014, qui montre quand on compare des patients traités par ventilation auto-asservie à des patients traités par PPC conventionnel, et bien que la ventilation auto-asservie fait disparaître de manière quasi systématique ces troubles respiratoires nocturnes centraux, alors que la disparition sous l'effet de la ventilation conventionnelle est beaucoup plus aléatoire. En revanche, il n'existait pas entre les deux groupes de patients d'amélioration ou de différence en termes d'observance ou de qualité de vie. Ici, ce que l'on peut donc dire, c'est que des patients chez qui vous diagnostiquez un syndrome d'apnée du sommeil complexe ou encore de type émergent, soyez attentifs à poursuivre le traitement pendant 1 à 3 mois
avant de prendre la décision de modifier le traitement pour une ventilation auto-asservie. En revanche, ce qui est certain, c'est que la mise en route de la ventilation auto-asservie apportera une régression significative et satisfaisante de ces troubles respiratoires centraux au cours du sommeil. Voilà, retour à notre patient, avec ici la nuit passée sous ventilation auto-asservie, et où l'on voit le retour d'une ventilation spontanée, d'une ventilation du patient sous ventilation auto-asservie, tout à fait satisfaisante, quel que soit le stade de sommeil, avec sur l'enregistrement et sur le compte-rendu de polysomnographie, une totale disparition de ces troubles respiratoires nocturnes. Voyons maintenant le syndrome d'apnée du sommeil central induit par les opiacés, en sachant que c'est une donnée qui est bien sûr relativement récente, probablement encore très sous-évaluée, mais qui apparaît généralement donc sous opiacés pour des doses importantes. Ici, on voit bien qu'il faut une dose de plus de 200 mg par jour, mais on le voit bien sur ce chapitre, sur ce graphique, une relation quasi linéaire entre l'augmentation de la posologie des morphiniques et l'augmentation des troubles respiratoires. Alors, quel type de troubles respiratoires vont être mis en évidence? Eh bien, ça peut être aussi bien des apnées obstructives que des apnées centrales survenant parfois sous la forme d'une respiration de Shedstock, mais encore sous la forme, et ceci est relativement caractéristique de cette pathologie survenant après la prise de morphinique, sous la forme d'une respiration ataxique, tout en sachant quand même, et on le retrouve sur ce graphique, que la pathologie la plus fréquente reste bien le syndrome d'apnée du sommeil central. Alors qu'est-ce que deviennent ces troubles respiratoires sous ventilation? Eh bien on voit ici que lorsqu'on utilise une ventilation auto-asservie, et on retrouve encore Javaeri à l'origine de ce travail, sous ventilation auto-asservie, on voit une amélioration significative et systématique des troubles respiratoires nocturnes qui a tendance à être beaucoup moins significative et fréquente sous PPC conventionnel. Voilà encore un autre travail tout aussi récent qui montre que lorsqu'on compare l'évolution obtenue sous ventilation auto-asservie par rapport à la ventilation PPC, ou ici même plutôt en ventilation double niveau de pression positive efficace, eh bien que ce soit en termes d'index d'apnée hypopnée globale ou encore ici en termes d'index d'apnée centrale, il existe une réduction significative et quasiment une disparition des événements sous ventilation auto-asservie par rapport à la ventilation en double niveau de pression, s'accompagnant là encore d'une amélioration de la qualité de vie. Qu'en est-il des troubles respiratoires mis en évidence après la survenue d'un accident vasculaire cérébral? Vous avez ici une des premières études qui ont été présentées lors de l'ATS, on le voit ici en 1999, incluant un nombre de patients non négligeable, bénéficiant d'un enregistrement polygraphique immédiatement après la survenue des troubles, de l'AVC, et un deuxième enregistrement 3 mois après. Ici, quel que soit le type d'accident vasculaire cérébral survenu, permet de mettre en évidence une prévalence extrêmement importante du syndrome d'apnée du sommeil chez ces patients, puisque ça peut être le cas dans 74% des patients porteurs d'un accident vasculaire cérébral hémorragique. On voit que c'est la même chose pour l'accident vasculaire cérébral ischémique ou l'accident ischémique transitoire, avec des prévalences très importantes. Ce qui est intéressant, c'est que quand ces patients ont été réenregistrés 3 mois plus tard, eh bien on voit qu'ils persistent toujours, et c'est là les bornes ici en vert, qui montrent la persistance de troubles respiratoires nocturnes avec, bien sûr, un index moins important que précédemment, mais encore relativement sévère, quel que soit le type de pathologie d'accident vasculaire cérébral antérieur, avec essentiellement des apnées obstructives, mais aussi une grande proportion d'apnées centrale. Alors, ici, dans cette étude beaucoup plus récente, publiée en 2014, eh bien, on voit bien que chez un grand nombre de patients, ici, traités
à distance d'un accident vasculaire cérébral, un certain nombre de patients n'arrivaient pas à voir leurs troubles respiratoires s'améliorer sous traitement. L'utilisation de la ventilation auto-asservie, en revanche, a permis sur un suivi ici de 6 mois de faire disparaître ces troubles respiratoires persistants. Dernière pathologie à type de syndrome d'apnée du sommeil central idiopathique, c'est un diagnostic d'élimination dont la prévalence est peu connue, dont le pronostic ne l'est pas plus. Ce sont des patients chez qui il existe effectivement un syndrome d'apnée du sommeil central fréquent au cours de la nuit, sans aucune des causes précédemment présentées retrouvées chez ces patients. Et finalement, l'utilisation d'une ventilation auto-asservie, ici sur une étude portant sur très peu de patients, semble apporter une normalisation de ces troubles respiratoires nocturnes, ce qui n'était pas le cas sous PPC ou oxygénothérapie. Et finalement, pour terminer, on voit que ce type de pathologie peut survenir chez un grand nombre de pathologies neurologiques, ici encore dans le cadre de la maladie de Charcot-Marie-Tooth ou encore de dystrophie myoclonique, probablement une sous-évaluation dans le cadre de la maladie de Parkinson, mais on voit que chez ces patients, il existe une grande fréquence de ces pathologies de type de troubles respiratoires centrales au cours du sommeil qui pourraient être traitées de manière efficace par ventilation auto-asservie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait que effectivement une grande majorité des patients qui étaient traités initialement par ce type de ventilation le sont en dehors de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, et c'est très bien, mais leur pronostic, leur évolution clinique, l'évolution des troubles respiratoires au cours du sommeil, l'ensemble de ces éléments est peu connu. Et c'est la raison pour laquelle, pour tenter de répondre d'ailleurs à la demande de la Haute Autorité de Santé qui nous demande de justifier l'efficacité et l'utilisation de cette ventilation auto-asservie chez les patients présentant un syndrome d'apnée du sommeil central en dehors de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, eh bien, il nous a été proposé de mettre en place une étude multicentrique française à laquelle participeront 35 centres permettant d'inclure plus de 500 patients sur les 2 prochaines années avec toutes les causes de syndrome d'apnée du sommeil central précédemment décrites et en dehors de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, afin de juger sur un critère principal extrêmement rigoureux correspondant à la qualité du sommeil évaluée par le score de Pittsburgh, de juger effectivement de l'efficacité de cette ventilation chez ce type de patient. Les patients seront donc suivis aussi au long cours afin de permettre une évaluation beaucoup plus large, aussi bien médico-économique que de morbimortalité, mais aussi sur le plan clinique à l'aide de questionnaires correspondant spécifiquement à chacune des pathologies sous-jacentes à l'origine de ces troubles respiratoires à type d'apnée centrale au cours du sommeil, de pouvoir évaluer le bénéfice obtenu à l'aide de l'utilisation de cette ventilation auto-asservie. Donc je pense que d'ici 2 ans, nous aurons des données extrêmement intéressantes, probantes, permettant de justifier la poursuite de cette ventilation auto-asservie, en sachant que ce travail représente une opportunité extraordinaire pour la France de recueillir bien sûr des données que nous ne possédons pas actuellement chez les premiers patients traités, et c'est une opportunité aussi de pouvoir quasiment établir des recommandations de bonnes pratiques cliniques par rapport à l'utilisation de cette ventilation. Voilà, je vous remercie
J'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de l'utilisation de cette ventilation dans le cadre du traitement du syndrome d'apnée du sommeil central, en insistant bien sûr sur l'importance de son utilisation dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et dans toutes les autres causes que nous venons de décrire, mais en insistant bien sur le fait de trouver un syndrome d'apnée du sommeil central chez un patient à insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée ne pourra pas bénéficier de ce type de traitement et devra justifier d'alternatives thérapeutiques que l'on pourra mettre en évidence secondairement. Je vous remercie pour votre attention.